Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 8 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Inflation ou dévaluation monétaire. Les minutes de la Fed publiées mercredi soir se veulent à nouveau rassurantes avec un risque dit équilibré en ce qui concerne l'inflation. Autrement dit, la Fed ne sait pas encore si on risque de voir les prix plafonner vers 2%, ou si on peut anticiper un léger dépassement de l'objectif. Mais si tel était le cas, de toute façon, la Fed continuerait d'injecter, puisqu'on n'aurait pas atteint, d'ici la fin de l'été, l'objectif du plein emploi. Probablement pas avant 2022 ou 2023. Mais quand la Fed parle d'inflation, de quoi parle-t-on? Alors, il faut se montrer rigoureux. Nous n'avons effectivement pas d'inflation officiellement si l'on détaille le panier de la ménagère. Mais en ce qui concerne la dévaluation monétaire, avec 7000 milliards de dollars imprimés d'ici fin 2021, et alors que 40% des dollars en circulation ont été imprimés depuis la mi-mars 2020, on s'en va vers une dévaluation monétaire gigantesque. Si l'argent perd de son pouvoir d'achat, sans que la consommation provoque des pénuries et donc des tensions sur les prix, de toute façon, l'argent achètera moins de biens et de services. Difficile d'estimer de combien l'argent est dévalué depuis un an, mais si on regardait par exemple du côté des cryptos, on pourrait dire que le dollar ou l'euro ont perdu pratiquement 50% de leur pouvoir d'achat. Bon, je fais un petit clin d'œil aux crypto-fans. Il est évident qu'on ne mesure pas l'inflation par rapport à la valeur des crypto-actifs. En revanche, quand on regarde du côté de l'immobilier aux États-Unis, on est sur une hausse de 12% en rythme annuel. Et j'ai regardé dans le détail les hausses de prix dans certaines villes américaines qui voient affluer les urbains qui décident de quitter la ville pour aller télétravailler au vert. Et j'ai repéré, je crois que c'est dans l'Idaho, une ville où les prix de l'immobilier ont bondi de 82% en l'espace d'un an. Bon, alors évidemment, je sais bien que il y avait un nombre très faible de transactions et que les dernières transactions ont complètement faussé l'image. Mais quand vous regardez de nombreuses villes en Californie, un petit peu plus éloignées de la Silicon Valley, on est facilement sur des hausses de 30%. On a souvent du 25-30% et plus dans des États comme le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Montana. Ah oui, le Montana, il y a des villes où les prix ont grimpé carrément de 50% en l'espace d'un an. Donc là, il y a un phénomène que je qualifierais d'assez massif. En Europe, alors les prix commencent à reculer à Paris, ils augmentent en banlieue, dans la grande couronne, mais pas seulement parce qu'il y a d'un seul coup de la demande pour les maisons, également parce que les nouvelles constructions sont soumises à tellement de normes de performance énergétique, d'exigences environnementales, que de toute façon le prix de la construction explose.
Alors si on regarde aux États-Unis, alors là le prix du bois est pratiquement multiplié par 3 en un an. Je parle du bois de charpente, le cuivre, le zinc, là aussi on en a besoin dans le bâtiment. On se retrouve là aussi avec des écarts absolument spectaculaires. Et vous avez donc des constructeurs de maisons qui commencent à avertir leurs clients que suite à la hausse du coût des matériaux, il va falloir prévoir d'en remettre pour achever les travaux. Donc, l'inflation, elle est déjà là, et elle est là depuis longtemps, puisque son calcul est une farce gigantesque. La revalorisation de l'immobilier, par exemple dans les calculs de l'INSEE, ça compte pour moins de 10% de l'indice, alors que pour un ménage, c'est pratiquement un tiers des dépenses. Les frais de scolarité, les frais de santé, les mutuelles, tout cela a progressé de plus de 50% depuis le début du XXe siècle, mais dans les calculs d'inflation, l'impact est très très largement minoré. Donc, si l'on ne parle pas d'inflation mais de pouvoir d'achat, on peut considérer par exemple qu'un ménage français a perdu pratiquement 30% de son pouvoir d'achat, alors que les salaires ont globalement suivi l'inflation officielle. Mais cette inflation officielle, je le répète, est une véritable escroquerie. Donc, est-ce que cela a du sens aujourd'hui de continuer de faire des prévisions en fonction des indices tels qu'ils nous sont fournis, alors que dans la réalité, les ménages se retrouvent contraints et sont obligés de constater que leur pouvoir d'achat est fortement diminué. Donc si ça, ce n'est pas de l'inflation, je ne sais pas comment cela s'appelle. Les taux pour l'instant donc n'ont pas encore commencé à grimper vraiment, puisque finalement ça a l'air de se calmer aux alentours de 1,60, 1,70 aux États-Unis. On n'est pas repassé positif sur le rendement des OAT, tout simplement parce que la référence demeure cette inflation officielle. Mais il y a bien un moment où il va falloir tenir compte de la déflation monétaire, et là, je pense qu'on est déjà sur un rythme supérieur à moins 5% par an. Autrement dit, l'or et l'argent ont encore de beaux jours devant eux, et les adeptes des cryptos aussi auront beau jeu de continuer de démontrer qu'il y a une forte dévaluation monétaire, et c'est même l'argument majeur qui explique la spectaculaire performance des cryptos depuis un an, qui est de plus de 250%. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre synthèse hebdo, avec notre grand live avec les abonnés.